Merci encore une fois, Aziz, pour ton aimable invitation. Et je vais parler sur l'utilisation des immunoglobulines en hématologie dans leur effet immunomodulateur. Alors, comme vous le savez, les immunoglobulines sont toutes les protéines ayant une activité anticorps au niveau du plasma. Donc, selon les recommandations européennes, ces immunoglobulines polyvalentes sont préparées à partir du sérum de au moins 1000 donneurs sains. Les indications actuellement reconnues aux immunoglobulines sont de deux groupes, en fait. Les traitements substitutifs donnés dans les déficits immunitaires primitifs de l'enfant, et donc une agammaglobulinémie de Bruton, par exemple, un déficit immunitaire comme invariable, mais aussi les agammaglobulinémies autosomiques récessives, les SCID, donc en attente d'une greffe de moelle osseuse, ou donc un traitement substitutif au cours des déficits immunitaires secondaires à une LLC, par exemple. À côté de ce traitement substitutif des immunoglobulines, il faut citer l'effet immunomodulateur donc connu aux immunoglobulines et qu'on a l'habitude d'utiliser depuis les années 90 au cours du purpura thrombopénique idiopathique par exemple. Alors, au cours de cette conférence, on va se limiter aux indications d'immunomodulation des immunoglobulines. On ne va pas parler du problème de substitution. Et donc, comme vous le savez, ces vertus immunomodulatrices des immunoglobulines ont permis d'apporter beaucoup de solutions à beaucoup de pathologies, aussi bien en hématologie qu'en neurologie, et je pense qu'il y a quelqu'un qui va parler de cela, en dermatologie, en rhumatologie, en infectiologie, etc. Alors, je vais essayer de répondre dans cet exposé à 4 questions. La première question, donc, quelles sont les principales indications immunomodulatrices des immunoglobulines en hématologie? Deuxièmement, comment rationaliser l'utilisation des immunoglobulines? On va voir donc que l'utilisation de ces immunoglobulines elle a explosé dans le monde. Et puis, quels sont les résultats de ces traitements et quel effet secondaire? Une blague pour en fait rappeler les mécanismes d'action des immunoglobulines polyvalentes. Donc l'effet immunomodulateur des immunoglobulines va passer par le blocage et la modulation de l'expression des récepteurs FC. En effet, dans le modèle de PTI, par exemple, on sait que le macrophage splénique il va exprimer donc le récepteur FC et les plaquettes sensibilisées par un auto-anticorps, lorsqu'ils vont passer au niveau de la rate, ils vont être captés par le macrophage et ils vont être donc phagocyter à ce niveau-là et donner des immunoglobulines à forte dose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entre autres bloquer ces récepteurs FC et les plaquettes même sensibilisées par un auto-anticorps vont continuer à circuler et donc à leur faire leur fonction, d'où l'effet bénéfique des immunoglobulines. Deuxième mécanisme d'action, c'est la modulation du système de complément. Là aussi, donc lorsque vous avez un micro-organisme ou une cellule qui est donc sensibilisé par un auto-anticorps de type IgG, le complément peut venir directement liser cette cellule et les immunoglobulines à forte dose, ils ont un effet modulateur sur le système du complément. De même, donc, comme autre mécanisme immunomodulateur des immunoglobulines, il faut citer donc la modulation de la production de cytokines, la modulation de la prolifération de cellules et de l'apoptose, la neutralisation par leur effet donc anti-idiotypique. Les immunoglobulines peuvent se fixer sur des auto-anticorps et donc neutraliser leur effet auto-immun. Donc, le résultat donc, étant une épargne cortisonique pour certaines maladies auto-immunes. Alors, je commence mon exposé par cette figure qui montre en fait la consommation mondiale en immunoglobulines. Et depuis 1986, donc, la consommation mondiale elle a explosé, elle augmente de façon exponentielle, si bien que donc, elle est passée de quelques tonnes d'immunoglobulines produites par an à plus que 100 tonnes d'immunoglobulines par an. Et ce qui a exposé donc, certains pays à des pénuries en cette substance qui est donc stratégique dans certains pays. D'où donc la nécessité de rationaliser nos indications. Et pour cela, donc, on a classé les indications aux immunoglobulines pour leur effet immunomodulateur en 3 groupes. Le groupe 1, il est fait par des indications reconnues aux immunoglobulines. Ces indications, donc, elles sont reconnues par les autorités compétentes. Ce sont toutes les indications où les immunoglobulines ont une autorisation de mise sur le marché ou une extension d'AMM ou au moins qui sont utilisées en ATU.
Donc, bien sûr, ce sont des indications qui sont scientifiquement étayées, avec au moins, donc, avec un bénéfice clinique démontré par au moins une étude randomisée, probante, de bonne qualité et publiée sans contradiction, contradiction ni interne, ni avec des résultats des autres études de même niveau. Le groupe 2, il est fait par les indications pertinentes. Donc, ce sont des indications où l'on vous conseille de donner des immunoglobulines et elles sont basées sur des études cliniques non contradictoires, mais de niveau, de niveau moindre. Le troisième groupe, il est fait par les non-indications ou les contre-indications. Ici, donc, c'est à chaque fois que vous avez donc une indication pour laquelle il y a des études cliniques qui sont donc pour et d'autres qui sont contre, donc qui sont contradictoires. Et je commence par les indications hématologiques du groupe 1, donc celles qui ont une AMM d'utilisation. Et l'exemple type, c'est représenté par les cytopénies auto-immunes. Dans le premier fil, donc, est le purpura thrombopénique idiopathique. Donc, il est caractérisé par une demi-vie des plaquettes qui est raccourcie, par la présence d'auto-anticorps de type IgG qui vont être donc dirigés contre les glycoprotéines plaquettaires G2B ou GP3A. Et la conséquence, en fait, c'est qu'il y a au niveau du splénique, il y a une séquestration de ces immunoglobulines sensibilisées par des auto-anticorps. Sur ce schéma, donc, comme vous le voyez, donc, vous avez des plaquettes qui sont sensibilisées par des auto-anticorps qui vont être donc, captées par des macrophages activés au niveau splénique, essentiellement par le récepteur FC. Donc ces macrophages le phénomène ne va pas se limiter à une phagocytose de ces plaquettes sensibilisées par des auto-anticorps, mais il va y avoir d'autres phénomènes, donc, tels que la présentation de l'antigène aux cellules CD34, lesquels CD34 vont aider des B auto-humains qui vont continuer donc, à sécréter des auto-anticorps antiplaquettes, et donc vous avez une boucle d'amplification des phénomènes. Les immunoglobulines à forte dose, ils vont agir donc à ce niveau-là en bloquant donc les récepteurs FC des immunoglobulines lorsqu'elles sont données ces immunoglobulines à forte dose, mais aussi donc ce qui va permettre aux plaquettes de continuer à circuler même si elles sont sensibilisées par un auto-anticorps. Mais aussi ces immunoglobulines polyvalentes vont agir par leur effet idiotypique directement sur les auto-anticorps en les neutralisant. Et elle va entraîner aussi donc, des réactions cellulaires entraînant donc, des modifications du profil donc CD4 donc, avec un switch TH1, TH2. Alors, au cours de ce PTI, les immunoglobulines, donc il faut savoir que le purpura thrombopénique idiopathique est une maladie qui est généralement bénigne. Et souvent, on n'a pas besoin de traiter ces malades. Et le plus grand mal qu'on se donne donc, comme clinicien, c'est comment expliquer à un papa ou à une maman comment donc, son enfant n'a pas besoin d'être traité. Et dans de rares cas, donc, il faut intervenir. Et les immunoglobulines peuvent être indiquées d'emblée. Donc, en première intention, c'est lorsque vous avez des taux de plaquettes qui sont inférieurs à 10 000 et que votre malade, donc, il est susceptible de saigner. Et puis, surtout lorsque, à cette thrombopénie sévère, vous avez une participation des muqueuses, c'est-à-dire c'est un malade qui a eu des bulles hémorragiques endobuccales, qui a une épistaxis de grande abondance, ou surtout lorsqu'ils ont une hématurie. Dans ces conditions, il faut traiter. Et les immunoglobulines, ils ont l'avantage donc d'augmenter assez rapidement, dans les 24-48 heures, le taux de plaquettes, alors que les corticoïdes font moins sur donc, la rapidité d'augmentation des plaquettes. Les immunoglobulines donc, sont aussi indiquées à chaque fois que vous avez donc, un acte chirurgical à faire et que vous avez besoin d'augmenter rapidement vos taux de plaquettes. Pour le PTI aigu, les doses sont de 800 mg par kilo et par dose, éventuellement renouvelées à J2, J3, selon la réponse donc, aussi bien clinique, donc les phénomènes hémorragiques, que sur le plan donc, comptage cellulaire de nombre de plaquettes. Et il faut savoir aussi que les immunoglobulines polyvalentes, dans cette indication, leur effet il est souvent donc, limité dans le temps et il n'est pas exclu, donc il est limité à 15 à 21 jours, il n'est pas exclu qu'on soit donc, amené à redonner des immunoglobulines. Pour le PTI chronique, il n'y a pas de consensus sur l'utilisation des immunoglobulines dans cette indication. Les réponses, en effet, les réponses donc, prolongées sont rares.
Et on peut être amené à indiquer des immunoglobulines au long cours chez un malade qui a un PTI chronique, dans les formes graves, qui résistent donc à tout. Et les doses sont ici de 400 mg par kilo et par dose, toutes les 2 à 8 semaines, donc selon la réponse donc, clinique, et pour avoir un taux de plaquettes supérieur à 20 000 par millimètre cube. Comme deuxième indication donc, du groupe 1, donc les indications, toujours dans le cadre des cytopénies auto-immunes, je cite l'érythroblastopénie auto-immune résistante aux traitements corticoïdes et immunosuppresseurs. Ici, dans cette indication, l'efficacité, elle va être jugée sur l'augmentation du taux de réticulocytes, qui habituellement sont très bas, et surtout sur la baisse, voire même la disparition des besoins transfusionnels. On peut donc rapprocher à cette indication aussi donner des immunoglobulines polyvalentes chez les malades qui présentent une érythroblastopénie induite par un virus, le parvovirus B19, chez donc les patients qui sont immunodéprimés. Dans cette indication, il est inutile de poursuivre le traitement de plus de 2 cures si donc vous n'avez pas de réponse. Le protocole thérapeutique donc, au cours des érythroblastopénies auto-immunes résistantes est donc représenté par des immunoglobulines polyvalentes, 1 gramme par kilo, 2 jours consécutifs. Un traitement d'entretien est souvent nécessaire, donc il faut redonner des immunoglobulines donc, à des intervalles plus ou moins réguliers. Et le rythme des injections d'immunoglobulines va être décidé en fonction de l'évolution des paramètres biologiques et surtout donc, pour avoir un taux d'hémoglobine supérieur à 9 grammes par décilitre. La troisième indication donc, de groupe 1 des cytopénies auto-immunes est représentée par les neutropénies auto-immunes. Le diagnostic, il est fait souvent, donc c'est un enfant de moins de 4 ans qui présente une agranulocytose avec des PNL qui sont inférieurs à 500. Et souvent, donc, ce sont des malades qui ne font pas de grosses infections. Mais ceci n'est pas toujours la règle. Cette situation donc, est souvent donc, spontanément régressive, dans 9 cas sur 10. Chez l'adulte, cette maladie est rare et elle s'accompagne souvent d'une hypogamma-globulinémie et ou de stigmate de lupus érythémateux disséminé. Et ici, donc, l'efficacité des immunoglobulines, elle est démontrée, surtout dans les situations où vous avez une agranulocytose qui est compliquée d'une infection grave, aussi bien bactérienne que fongique, ou si vous avez un échec du GCSF, donc du granulocyte colony stimulating factor. Les doses sont de 1,5 à 3 grammes par dose totale, donc réparties en 2 à 5 jours. On peut donc rapprocher à ces cytopénies auto-immunes les syndromes anticoagulants acquis par auto-anticorps. Ce sont des situations cliniques et biologiques qui sont caractérisées par donc, la présence dans le sérum d'un auto-anticorps dirigé contre donc, les facteurs de la coagulation chez un patient qui, par ailleurs, en fait, n'a pas de trouble de la coagulation. Donc, ce sont des maladies acquises. Et comme donc, le premier exemple de ces syndromes anticoagulants acquis par auto-anticorps, je cite l'hémophilie acquise auto-immune par auto-anticorps antifacteur 8. C'est donc la maladie la plus fréquente dans ce groupe d'affections. Ici, les immunoglobulines sont efficaces dans un tiers, voire un quart des cas, voire un tiers des cas. Et vont permettre rapidement l'apparition d'une activité facteur 8 circulante. Le traitement d'offre étant donc basé sur l'immunosuppression, corticoïdes, cyclosporine, Murel, voire même anti-CD20. Et je cite donc sans trop de détails la maladie de Willebrand acquise. Comme indication hématologique du deuxième groupe, donc ce sont des indications pertinentes. C'est la maladie de style de l'adulte. Donc, contrairement au style de l'enfant, chez qui donc, on sait que les immunoglobulines ne sont pas efficaces, eh bien, chez l'adulte, des études ouvertes portant sur un petit effectif suggèrent une efficacité, du moins au court terme, donc, chez l'adulte. Et je cite là 2 études, celle de Permal, 7 patients réfractaires, donc ils ont une maladie de style, réfractaires aux AINS, réfractaires aux corticoïdes et l'association corticoïdes et méthotrexate. Ils ont reçu donc des immunoglobulines IV. Eh bien, tous ces malades étaient répondeurs objectifs à court terme. Et 4 sur 7 répondaient au long terme avec un recul moyen de 13 mois.
La deuxième donc, étude qui est venue corroborer ces mêmes résultats est donc faite de 7 patients qui tous avaient un style qui évoluait au moins depuis 3 mois, qui est résistant aux AINS seuls. Et ces malades avaient reçu des immunoglobulines sans corticoïdes. Eh bien, on avait une réponse objective dans un délai inférieur à 2 semaines, 5 fois sur 7. Et cette réponse était prolongée dans le temps, dans 4 fois sur 7, avec un recul moyen de 26 mois. Deuxième indication donc, dans ce groupe 2, c'est les SAM, les syndromes d'activation macrophagique secondaires à une pathologie infectieuse. Comme vous le savez, donc, le SAM, c'est une entité clinico-biologique, anatomopathologique qui est caractérisée par une prolifération donc lymphohistiocytaire avec donc, des images d'hémophagocytose et une phagocytose des éléments figurés du sang avec comme corollaire donc, une pancytopénie. Les SAM secondaires sont des pathologies rares, mais elles sont souvent sévères, déclenchées par soit des infections, soit des hémopathies malignes, lymphome, mais aussi leucémie aiguë myéloïde, soit par des maladies auto-immunes ou inflammatoires. Il faut savoir que le pronostic des SAM secondaires est souvent donc mauvais, puisque 20 à 80% selon les séries des malades atteints donc vont décéder. Le traitement du SAM secondaire est certainement étiologique. Mais dans certaines situations, on est dans l'urgence, donc pronostic du malade, et dans ces conditions que les immunoglobulines peuvent apporter donc un plus. Toujours dans le SAM secondaire à une pathologie infectieuse, il y a en fait une étude rétrospective faite par le CEDIT de la PHP sur 17 patients ayant reçu des immunoglobulines pour un SAM secondaire. Et dans cette étude donc, rétrospective sur dossier, on a observé une efficacité quand même de 78% des cas, donc ça rend service à certains malades. Et puis la réponse était rapide sur le plan clinique, avec disparition de la fièvre, et sur le plan cytopénie, donc dans les 8 jours. Il faut savoir que les immunoglobulines sont efficaces surtout dans les SAM secondaires à des infections à pyogènes ou à virus, peut-être exception faite pour le BV, où on sait que les SAM induits par le BV sont de mauvais pronostics, et ce, quel que soit le traitement utilisé. Les modalités d'administration des immunoglobulines au cours des SAM secondaires à des pathologies infectieuses, c'est 1 gramme par kilo par jour pendant 2 jours. Si le malade présente une insuffisance rénale, donc on peut donner 400 mg par kilo et par jour pendant 5 jours, donc baisser un peu les débits. Alors, l'intérêt des immunoglobulines dans les SAM secondaires, je pense qu'il mérite encore des études et des études d'évaluation sont actuellement en cours. Comme autre indication, donc, dans ce groupe 2, donc, il faut savoir que ce groupe 2 d'indications, il est caractérisé par la rareté des études, d'où donc l'impossibilité de trancher de façon claire quant à l'utilité ou la non-utilité des immunoglobulines dans ces indications. Et je cite là les syndromes des antiphospholipides, si inefficacité des anticoagulants, les anémies hémolytiques auto-immunes, si corticodépendance à haut niveau, corticorésistance ou donc traitement immunosuppresseur associé non effectif. La substitution aux immunoglobulines spécifiques varicelle-zona, donc c'est une indication qui est passée du groupe 1 au groupe 2 récemment. L'avortement précoce récidivante, la prévention des infections chez les grands prématurés, la prophylaxie donc du rejet de greffe de rein chez des malades immunisés. Alors, les indications hématologiques du groupe 3. Ce sont donc des indications non reconnues ou des contre-indications carrément. Et là, donc, je commence par au risque de choquer certains, c'est la prévention des complications infectieuses de la GVH chez les greffés en HLA géno-identique. J'ai le souvenir, lorsque j'étais un jeune interne donc, à Paris, fin des années 90, on donnait de façon systématique des immunoglobulines, 500 mg par kilo et par semaine les 3 premiers mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des études préliminaires qui montraient l'effet bénéfique des anti-infectieux et contre la GVH de ces immunoglobulines. Par la suite, on a essayé donc d'évaluer cette attitude et une étude randomisée contre placebo a été faite pour des immunoglobulines à des doses donc, augmentées de 50 mg, 250 et 500 mg par kilo et par semaine, de J-7 à J+100. Et donc, les conclusions de cette étude, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice démontré.
ni sur l'incidence des infections chez ces malades, ni sur l'incidence de la GVH. Et puis surtout, il y a une absence de différence statistiquement significative quant à la survie globale à 2 ans. À l'opposé même, donc, on a trouvé que dans le bras immunoglobuline, il y avait beaucoup plus de maladies véno-occlusives. Je pense que c'est dû à une augmentation de la viscosité due à l'administration de ces médicaments. Comme autre indication non reconnue ou contre-indiquée du groupe 3, je cite l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, la maladie de style de l'enfant, les infections ACMV compliquant des greffes d'organes, les leucémies aiguës de l'enfant en phase aplasique et le lupus érythémateux disséminé en dehors donc, des cytopénies associées. Bien sûr, je ne peux pas parler des immunoglobulines sans parler des différentes formes qui existent dans le commerce. Pour dire donc sur cette plaque, et seul donc j'aurai que cette plaque, qu'il y a plusieurs en fait préparations qui existent dans le monde actuel. Elles sont globalement équivalentes. Aziz nous dira par la suite, donc à la fin de cette séance, laquelle choisir. Je ne vais pas m'hasarder à répondre à cette question. Sauf peut-être donc dans la production, c'est à partir d'un certain nombre quand même important de malades, de donneurs sains, pardon. Mais peut-être qu'il y a une différence dans la teneur en IgA. Et donc pour les malades qui ont un déficit en IgA avec des anticorps anti-IgA, peut-être il faut donner donc une immunoglobuline particulière, le gamma-GARD de Baxter. Ces immunoglobulines polyvalentes sont le plus souvent très bien tolérées. Cependant, des complications peuvent survenir, dont certaines sont graves, telles que le choc anaphylactique, mais aussi l'insuffisance rénale, méningite aseptique. Et donc, comme effet indésirable lié aux immunoglobulines, il y a donc des effets indésirables qui sont liés au début de perfusion. Ce sont des céphalées, des flashs, des douleurs abdominales que l'on peut avoir chez un malade qui est sous immunoglobulines, et elles sont dues le plus souvent à la vitesse d'administration des immunoglobulines. Il suffit de baisser la vitesse pour donc améliorer ces complications. On peut être amené à donner une prémédication par des antihistaminiques aux AINS donc pour prévenir ces complications. Deuxièmement, donc l'insuffisance rénale. Donc, elle est observée surtout lorsque vous utilisez des immunoglobulines qui contiennent du saccharose comme stabilisant. Ces effets indésirables, quand même, ne sont pas négligeables. Ça représente 7% de l'ensemble des malades qui sont sous immunoglobulines pour maladies auto-immunes. Les mécanismes, c'est une pénétration du saccharose dans les cellules donc, tubulaires avec donc, activation de phagolysosomes et libération d'enzymes donc, cytotoxiques. Et sur le plan histologique, ça va entraîner une néphrose tubulaire osmotique. Les patients à risque, donc tout le monde ne fait pas, heureusement, donc une insuffisance rénale lors de l'administration d'immunoglobulines. Et les patients à risque sont des malades qui ont déjà une néphropathie préexistante, les malades qui présentent une hypovolémie, et là j'attire votre attention, tels que les diabétiques, les sujets âgés, et surtout les sujets déshydratés. Donc avant de donner donc, des immunoglobulines polyvalentes, il faut voir l'état d'hydratation du malade et être sûr qu'ils sont bien hydratés, et voir, donc il faut les hyperhydrater ces malades. Mais aussi, donc, on peut voir ces insuffisances rénales chez les malades qui présentent une gammapathie monoclonale, une cryoglobulinémie, et qui sont traités par donc, des néphrotoxiques. Comme autre, la troisième complication donc, que l'on peut voir, c'est les méningites aseptiques. Elles vont survenir donc, le plus souvent entre les 6 heures et les 48 heures qui suivent la perfusion d'immunoglobulines. Elles sont dose dépendantes. Plus vous en donnez, donc, plus le risque de méningite aseptique est important. Et dans ces indications d'immunomodulation, donc, on sait que les immunoglobulines sont données à de fortes doses sur de courtes périodes, d'où donc la possibilité d'avoir cette complication. Donc les méningites aseptiques sont de l'ordre de 11% des patients qui sont sous immunoglobulines et ça représente 4,7% des perfusions d'immunoglobulines. Elle survient surtout sur des terrains particuliers tels que les enfants qui présentent un PTI, qui prennent pour la première fois des immunoglobulines à forte dose, surtout lorsqu'on les donne donc assez rapidement. Et je me pose la question si cette complication n'est pas sous-diagnostiquée et les céphalées et les nausées que l'on voit donc, habituellement après l'administration d'immunoglobulines, elles ne représentent pas des formes atténuées donc, de méningite aseptique. Les réactions d'hypersensibilité, je passe rapidement. L'hémolyse, donc quelques cas d'hémolyse habituellement légères sont décrites. Elles sont dues à la présence d'anticorps anti-A ou anti-B.
L'hyperviscosité, donc avec un risque de thrombose dans 3% des cas. Et puis, les immunoglobulines peuvent modifier certains tests biologiques, tels qu'en augmentant de façon artificielle l'AVS, la positivation transitoire de certaines sérologies, et puis elles peuvent entraver l'action des vaccins. Je termine par le risque infectieux, comme tout dérivé du sang. Donc, les immunoglobulines, potentiellement, ils peuvent donc transmettre les virus de l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV, le prion. Et donc, ce risque n'est pas nul, bien que donc, on nous dit que dans la production de ces immunoglobulines polyvalentes, il y a une certaine sécurité donc, apportée par la technologie. Alors, en conclusion, les immunoglobulines IV sont efficaces dans de nombreuses maladies auto-immunes et inflammatoires. Leur mécanisme d'action est multiple. Leur utilisation actuellement elle est exponentielle dans le monde, d'où la nécessité de rationaliser leur utilisation. Plusieurs préparations existent sur le marché, elles sont globalement équivalentes. Il existe des effets indésirables non nuls qu'on peut éviter par une préparation adéquate du malade et en donnant un débit de perfusion faible. Reste bien sûr le problème de leur coût qui est très élevé. Je vous remercie.